Et on est en live. Tan, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, 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 tan. Salut à tous, c'est le Capitaine Crochet et j'ai une question pour vous. Que faisiez-vous le 18 juillet 1990? Parce que en ce qui me concerne, je sais très très bien où j'étais et je crois que mes invités aussi. Aujourd'hui, on parle d'un film qui est essentiel pour le délire du Capitaine et de mes chers invités, j'en suis persuadé, j'en suis sûr. Et il y a un débat. Parce qu'on dit depuis plus de 30 ans que c'est le vilain petit canard de la plus grande des sagas pop qu'il n'y ait jamais eu. Et je ne suis pas d'accord. Alors, oui, le Capitaine veut débattre. Mais je ne peux pas débattre tout seul. Je débat avec mon premier invité. Alors lui, à chaque fois que je prends ma DeLorean, qu'est-ce que je vois à côté? Des petites lunettes de soleil, qui veut bien dire qu'il l'a utilisé. D'ailleurs, cette semaine, il l'a encore utilisé pour vous parler de Over the Top avec Sylvester Stallone. Il a bien fait. Mais en ce qui concerne la participation à l'uranium pour le convecteur temporel, on va s'expliquer tout de suite. Monsieur Alex de la fuite en vidéo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, mon ami, ça va bien, ça va bien. Ça va? Ouais, bah écoute, Tout à fait. on fera les chiffres ensemble, hein, parce que moi j'en ai marre de mettre l'uranium et que toi tu participes pas, c'est pas normal, hein. Il n'y a pas de Bon, problème. On va en tout s'expliquer, il cas, n'y a pas de problème. qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ouais, oh, je sais, je fais ce que je peux pour l'intro, je sais bien. Bon, en tout cas, merci encore Alex. Cette semaine, tu nous as fait plaisir en parlant d'Over the Top et en étant dans cet esprit Écoute, 80s qu'on aime tant. Voilà. Et Alex, on n'est pas seul, on n'est pas qu'à deux, on est bien sûr non, à trois avec un sociétaire de la page, s'il en est. Aujourd'hui, il a mis un magnifique t-shirt d'ailleurs. Et puis quand je suis sur la Doloran, je peux t'avouer que dans le rétroviseur, je le vois à chaque fois. Parce que lui aussi, avec sa chaîne L'Heure Magique, il utilise une Doloran tout le temps. Et il a bien raison, c'est Fouad de L'Heure Magique. Salut Fouad. Salut c'est Captain, salut clair. la piraterie, salut Alex. Salut Clac, Fouad. clac. Je Bon, teste à chaque fois des nouveaux angles. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, euh, la fuite en vidéo versus Captain Hook versus L'Heure Magique pour un débat. Peut-être qu'il ne va pas avoir débat, mais peut-être qu'il va en avoir un gros ce soir. Un gros. Puisque on voulait, évidemment, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on voulait parler de quelque chose qui nous tient plus qu'à cœur, c'est cette saga. Retour vers le futur, voilà. Vous avez bien compris, avec mes visuels, vous avez bien compris l'importance que j'y accorde. Ça a fondé toute mon esthétique. Et il va de soi. Je pense que pour vous, ça a aussi été très important. Et ben, on voulait prendre ce parti de parler toujours de ce que, quand on vous parle de cette saga, on, on est, je dirais, trop rapide là-dessus. C'est cette troisième partie qui pour beaucoup fait défaut, qui pour beaucoup est brinque-ballant, qui pour beaucoup n'est pas au niveau majestueux des deux premiers, c'est ce qui est discutable, mais est-ce qu'on pourrait pas tenter aussi de rendre grâce à cette fin de saga qui n'est, à mes yeux, vraiment pas si mauvaise que ça. Voilà, messieurs, alors moi, et je garderai pour toute ma vie, un souvenir impérissable du 18 juillet 90. Date de sortie en France de Retour vers le futur 3. À 14h, j'y étais, devant le grand écran. J'y étais et Wow. c'était j'étais plus qu'à bloc. Hein, je veux dire, j'étais en transe hypnotique, les mecs. Mais vous, ce 18 juillet 90, est-ce que vous avez un souvenir? Où étiez-vous, messieurs? Où étiez-vous? Moi Euh, j'étais au bled. J'étais au bled. Je n'avais pas. Non, je ne l'ai pas vu. Je me souviens avoir lu un article dessus. Ouais. Les Retours à futur, malheureusement, je ne les ai pas vus à leur sortie, hein. Je les ai vus après, lors de Ah, rétrospectives, d'accord. lors de soirées spéciales. Donc j'ai pu, notamment au Max Linder à Paris, j'ai pu voir les trois d'affilée en salle. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai vu le 1 en vidéo.
Et j'avais, à l'époque, j'avais un pote qui avait des plans cassettes pirates. Et j'ai vu le 3. J'ai vu le 1 et le 3, en fait. Ouais. Donc, Ah la j'ai rien vache, compris d'accord. au 3. Tu Je l'ai vu dans m'étonnes. une vieille VHS pirate complètement dégueulasse. Mais j'étais content parce que c'était sulfureux, c'était interdit. J'avais une cassette pirate, quoi. C'était énorme, quoi, pour moi. C'est clair. Voilà comment j'ai découvert le 3. Donc, autant vous dire, quand j'ai vu le 3 qui commençait comme la fin du 1, j'ai rien compris, puisqu'évidemment, j'avais pas vu le 2. Donc, c'est ma première fois avec Retour à Futur 3. Et bien entendu, j'ai eu l'occasion après de voir le 2 et de revoir le 3. Moi, j'aime beaucoup le 3. J'adore le 3. Je trouve Merci. qu'il Tu il peux est rester. super. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Je trouve qu'il y a tout dans ce film. D'abord, c'est un western, c'est un film, c'est une romance, c'est une histoire d'amour, c'est un film d'aventure, il y a de la SF, il y a Vous de avez la compris qu'une fois il comédie, est chaud, il est déjà rentré dans le sujet. il Boum. y a de l'action. Enfin voilà, moi j'adore Retour à Futur 3. Je trouve qu'il se tient très bien. D'accord, d'accord. Et toi, monsieur Alex, quand tu vois ça sur les écrans parisiens, dans les métros, tu es où ce 18 juillet? Alors le 18 juillet, je me souviens pas assez bien, donc je pourrais pas te jurer que j'y étais le jour de la sortie. Parce que souvent je pouvais pas, parce que j'avais pas les sous ou plein de raisons. Mais ce qui est relativement certain, c'est que j'ai dû y aller le samedi suivant, enfin dès que c'était possible, quoi. Et alors mes souvenirs du 3, c'est d'abord en fait le souvenir de la fin du 2 en salle, puisque on avait la bande-annonce du 3 à la toute fin du 2, ce qui était, ça se faisait pas du tout, enfin c'était complètement dingo, quoi. Alors bon, c'est depuis que c'est parce qu'il avait enchaîné les tournages et que du coup en fait pendant qu'il était en post-prod du 2, le tournage du 3 était déjà suffisamment avancé pour pouvoir monter quelques images. Et voilà, mais c'est vrai que je me souviens même dans la salle, on a tous halluciné, on était hystériques, quoi. Parce qu'on pensait que ça se terminait, on allait se barrer et tout d'un coup il y a marqué bientôt, blabla et tout, et waouh. Et donc voilà, donc déjà bien hypé dès la sortie du 2 en fait, du coup, puisque voilà. Et puis alors, par contre, je vais être tout à fait franc, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on va en parler. C'est un film qui, je pense, pour beaucoup, enfin, peut-être pas pour beaucoup de gens, mais pour les gens qui sont vraiment, vraiment amoureux de cette trilogie, leur regard sur ce film a pu évoluer au fil des ans. Moi, je vais pas mentir, je fais partie des ados qui ont été très déçus. J'avais été très déçu pour plein de raisons. D'abord parce que le 1 et le 2 étaient tellement des uppercuts, des roller coasters, enfin c'était d'un niveau tellement élevé, ça allait à 2000 à l'heure, enfin t'en prenais plein la tronche, et que pour la première fois dans le 3, il y avait un très net ralentissement d'allure, qui était totalement voulu évidemment, hein, et un accent plus appuyé sur une forme de maturité dans la narration. Comme a très bien dit Fouad, tout d'un coup, on avait une histoire d'amour qui était relativement développée, des évolutions de personnages. Le Doc évolue vraiment, mais vraiment, hein, il cesse d'être juste une espèce de foufou rigolo, etc. Enfin, on va y revenir, mais donc il y a une romance qui prend quand même, qui n'est pas juste anecdotique, quoi. Et puis il y a à côté de ça donc tout un univers western, et puis il y a un peu moins, mais je pense que c'était voulu aussi, un peu moins d'enjeux, il y a un peu moins de tension, on est un peu plus détendu quand même en regardant le film. Et je l'ai revu très récemment pour ce soir, et voilà, j'ai eu confirmation, quoi. Enfin, ça m'a refait cet effet. C'est vrai qu'il y a une cassure, quoi, mais qui est très intelligente, je trouve, avec le recul. Mais sur le coup, à l'époque, je faisais partie donc des gens qui disaient ouais, j'ai pas dit bof, hein, faut pas déconner, je vais quand même adorer, mais mais oui, je le plaçais très très en dessous, enfin pas très très en dessous, mais je le plaçais clairement un peu comme tu as dit en intro, Captain, c'est-à-dire voilà, il y avait vraiment le 1 et le 2 qui étaient masterclass, quoi, et le 3 qui était très bien. Voilà, mais on bavait pas par terre, alors que le 2, il nous avait mis une claquouse, enfin le overboard, enfin tout, mais c'était trop, enfin on n'en pouvait plus de délirer sur ce film. Et le 3, tout d'un coup, j'ai aussi l'ambiance western qui n'était pas du tout ultra à la mode, etc. Des blagues un petit peu plus finaudes, enfin on va y revenir, mais il y a beaucoup de blagues, hein, c'est la fête à la vanne, hein, mais c'est des vannes un peu différentes, c'est des vannes un peu plus pas subtil, mais c'est un peu moins visuel. Voilà, c'est pas forcément des vannes visuelles, toutes les vannes Eastwood, etc. Enfin, on va y revenir.
Mais il y a des vannes qui sont liées à la culture même quand t'as pas de culture de western, il y avait beaucoup de blagues qui te passaient à côté, hein. Sincèrement, moi, elles m'ont fait hurler de rire plus tard adulte, mais gamin, bof, je trouvais pas ça génial. Enfin, donc voilà. Mais donc c'est un film qui, voilà, j'avoue, au début, je l'ai aimé, mais j'étais pas conquis de ouf, et j'aurais rejoint le troupeau, enfin pas le troupeau, mais l'énorme masse qui disait c'est une fin totalement honorable et tout, mais bon, on préfère quand même de très loin le 1 et le 2, quoi. Ouais, tout à fait, effectivement. Et puis, honnêtement, moi, en étant méga fan, comme vous, hardcore, j'ai eu aussi ce sentiment-là, parce que on avait compris avant que le film, enfin, de rentrer dans la salle, on savait que l'esprit western, ça allait se passer dans un western. On le savait, ça. Tout à fait. Mais on avait été quand même biberonné par les deux premiers, par un esprit pop avant-gardiste tellement fort, et surtout le 2. Le 2, c'est une orgie d'idées pop, et avec le sous-texte du film dans le film, et que c'était le film qui se regarde. Enfin bref, c'était tellement un pétage de cerveau que nous donnait le 2, que revenir à quelque chose de plus posé, de plus quelque part cadré, tu te dis, ouais, mais enfin, j'étais habitué à une intensité comme ça, C'est et ça. voilà. Et en fait, moi-même, je suis sorti de mitigé, avec une sorte de descente auquel je ne m'attendais pas, et en même temps, avec une appréciation. Alors, j'étais trop jeune pour l'intellectualiser comme ça, mais je l'avais ressenti, parce que moi, mon personnage, c'est Doc. Mon personnage, c'est Doc. Et le troisième est le film de Doc. Ah, complètement. Carrément. C'est le film de Doc. De le voir, et en cela, c'est cette mise en avant, et vraiment, il est là, il est incroyable. Et d'ailleurs, il y a comment dire, je vais vous montrer, j'ai plusieurs photos du film, mais je vais vous montrer un money shot où c'est lui qui est mis en avant, mais on rend ce personnage loufoque, on le rend, regardez, on le rend badass. On le rend badass. Le mec devient badass. Le mec est loufoque. Le mec me fait délirer. Le mec me fait rire. Maintenant, il est badass. Maintenant, c'est mon super-héros, quoi. Donc, en gros, tu vois, c'était fou l'émotion qu'on a, mais ça c'est des émotions, des films qui sont, comment dire, qui proposent un tel débat. Moi, je trouve ça génial, parce que on n'en finira jamais d'avoir ce débat intérieur là-dessus. Et finalement, cette prise de risque de Zemeckis de revenir à ça, je trouve qu'elle se traduit sur un des posters de l'époque pour annoncer, tu sais, le poster qui annonce dans quelques mois que ça arrive aux États-Unis. Mais ce poster-là, je crois qu'il y a eu ce poster-là en France, mais aux États-Unis, c'est sûr. Je vous le montre. Voilà. Et regardez, les punchlines. C'est-à-dire qu'un peu métaphoriquement, ça décrit le film, tu vois. C'est peut-être le plus grand de leur voyage, mais peut-être que le choix artistique, ils sont allés trop loin pour leur public. Ouais. Je trouve que métaphoriquement, ça dit tellement tout. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une belle image, hein, je trouve, ce poster. Je ne le connaissais pas. Ouais. Ils ont gardé le meilleur pour la fin, mais cette fois, ils sont peut-être allés trop loin. Enfin, je trouve que c'est l'image de la DeLorean tirée par des chevaux. Je trouve que c'est génial. C'est pop, c'est super fun. Et le 3, il est quand même, il a plein d'écueils scénaristiques. C'est-à-dire que c'est pas facile de faire le 3. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont fait un gros scénario. Enfin, le 2 faisait, je crois, plus de 200 pages. Et ce qui se passe dans le 3 était dans le scénario du 2 à la base. Et excellent livre, ouais. Et quand le studio a estimé que le film était trop cher, Bob Gale a dit, bah, écoutez, on va vous faire 2 films pour le prix d'un. Et ils ont divisé le scénario en 2 pour faire donc Retour à Futur 2, puis Retour à Futur 3. Et l'écueil scénaristique de Retour à Futur 3, c'est que Marty McFly, tout son arc narratif était déjà réglé dans le 1, d'une certaine manière. Son personnage est réglé, quoi. D'ailleurs, la fin du 3, c'est la même que la fin du 1. Son personnage
n'a pas évolué. Et c'est là où Bob Gale et Bob Zemeckis se sont creusé la tête pour poursuivre l'histoire, en fait. Hein. Retour vers le futur 3, c'est un remake du premier, fondamentalement, parce que bon, il y a eu le 1, ensuite il y a eu le 2 avec le voyage temporel, le 1 qui est une revisite, le 2 qui est une revisite du 1, hein, d'une certaine manière, d'un autre point de vue. Et dans le 3, qu'est-ce que tu peux faire? Tout a été dit sur Marty McFly. Eh ben, tu rebats les cartes, tu recommences à zéro. Et si vous regardez bien, Retour vers le futur 3, c'est un remake du Retour vers le futur 1. C'est-à-dire qu'on a la même problématique. On a Marty McFly qui arrive dans une époque inconnue, dans un monde inconnu, où il doit retrouver le Doc qui va lui sauver la mise. C'est exactement les mêmes ressorts que le 1, mais à la sauce western. Et ça, je trouve que le film a bien surmonté ces écueils-là, quoi. Ouais. C'est compliqué de faire un troisième volet, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce que tu vas dire de nouveau sur le personnage? Et là, ce qu'ont très bien fait les scénaristes, c'est qu'ils se sont dit, bah, le héros, ce sera le Doc. Ce sera lui le héros. Et Marty McFly, dans la trilogie, il est juste spectateur. C'est pas un personnage qui évolue, il est toujours le même dans les 3 films, en fait. Et d'ailleurs, tu le dis tellement bien, excuse-moi de me dire, mais Vas-y, je c'est t'en prie, tellement juste. Il tient, Marty McFly, dans le 3e, il tient la chandelle. Hein, Exactement. c'est quand même, mais c'est clairement ça, quoi. Il tient la chandelle dans un trio, parce que là aussi, dans un trio, je trouve, ils sont tellement bien tous les 3. Ils sont tellement bien, mais McFly est là à regarder, et là est spectateur, tu vois. Et en même temps, je sais pas pour vous, mais dans ces, à part le personnage de la mère dans le premier, en termes de personnage féminin à qui on rend grâce, moi je trouve qu'il faut attendre le 3, et ce personnage interprété par Mary Steenburgen pour avoir un grand personnage féminin dans la série. Elle est superbe, hein. Ouais. Elle est absolument superbe. Et d'ailleurs, l'alchimie avec Christopher Lloyd est phénoménale. Hein. Phénoménal. Elle va très bien ensemble, je trouve. Ils vont très bien ensemble. Alors, peut-être qu'elle était déjà la femme de Ted Danson. Je ne sais pas si elle est toujours la femme de Ted Danson à l'époque, parce que ils ont fait un film ensemble en 74 avec Jack Nicholson. Ça s'appelle Going South. Oui, exact. Going South, où déjà il y avait une sorte de tension amoureuse. Et dans le casting, Zemeckis, les deux Bob et Bob Gale, tout de suite, ils pensent à cette actrice. Il n'y a pas eu un casting féminin. Ils voulaient cette actrice, ils ont écrit pour elle. Et Christopher Lloyd, il n'avait rien contre. Il n'avait rien contre parce qu'il savait que ça allait le faire, et ça se voit, quoi. Et ça se voit. Alors, je sais pas si... pardon. Alex. Non, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu récemment sur un truc américain qu'elle avait refusé initialement, et qu'elle a fini par accepter parce que ses gamins à elle étaient des fans enragés des deux premiers, quoi. Et que donc elle s'est dit bon, ok, et aussi parce qu'elle avait déjà une amitié assez forte avec Lloyd, et que bon, bah, les deux réunis, elle s'est dit ok, je viens, mais qu'à part ça, elle était pas, ça l'avait pas surexcité à base, quoi. Tout à fait. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 semaines de latence où les deux Bob n'ont même pas cherché à faire un casting. Ils ont juste attendu. Ils ont juste attendu qu'elle change d'avis. Tu vois, elle a joué dans un autre film de voyage dans le temps qui s'appelle C'était demain, de Nicolas Meyer, je crois. Ouais, putain, exact. Je l'ai vu ce film. Et elle est phénoménale. Mary Steenburgen, elle apporte ce cœur, et le couple qu'elle forme avec Christopher Lloyd est vraiment exceptionnel. Et c'est sympa de voir Christopher Lloyd enfin offrir une autre variation à son personnage. Voilà. Celui du savant fou, du savant un peu perché. Là, il trouve une humanité, un cœur, et toutes ces scènes avec Mary Steenburgen sont vraiment très touchantes, je trouve. Ça, c'est vraiment le gros apport du film.
Je trouve Ouais. ça vraiment, ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je me suis fait, quand je l'ai revu là, il y a une semaine, je me suis fait la même remarque sur le fait que ce qu'on perd, un peu tout ce que j'ai dit là, que moi j'avais pas retrouvé, ou que les gens disent oui, mais il y a moins de retournement de situation, il y a moins de tension, il y a peut-être même moins d'action, vraiment au sens comme dans les deux premiers, spectaculaire, je veux dire, parce qu'il y a de l'action, il y en a, mais c'est pas, voilà, on est au Far West, donc bon, mais on gagne, ce qu'on perd à ce niveau-là, on le gagne sur plein de terrains qui n'avaient pas vraiment été abordés dans les deux premiers films, comme tu dis, Fouad. Et moi aussi, comme toi, j'ai été quand même agréablement surpris, surtout avec le temps, de voir que le doc, il était quand même incroyablement enrichi. Tout d'un coup, il est, comme tu dis, attendrissant. Enfin, même au début, quand Marty lui dit... lui parle de Clara, je crois, c'est son prénom. Clara Clayton, Et ouais. voilà, Clara, et où il dit n'importe quoi, alors ça risque vraiment pas de m'arriver, alors c'est un truc comme ça. Ouais. Et il est tout mignon, en fait, il est attendrissant, enfin, et ça, c'est Attendrissant, nouveau. C'est Ouais. complètement nouveau. Et le fait qu'elle est aussi, elle, un peu maladroite, c'est pas une femme fatale, enfin, quand elle arrive, enfin, c'est super malin, et c'est très agréable de voir ça. Et comme vous disiez, c'est vrai que Marty, il tient la chandelle, mais pas dans le sens péjoratif, quoi. Parce que finalement, il vient le sauver, enfin, donc il est très très important, évidemment. Mais il est spectateur, et comme vous disiez, on est en fait dans le film à la place de Marty, c'est-à-dire qu'on est spectateur avec Marty, c'est comme si on était derrière son épaule, et on essaye de voir comment convaincre Doc de ce qui se passe, comment on va s'en sortir, parce que finalement c'est quand même très compliqué, comme à chaque fois dans les Retours vers le futur, ce qui est un peu chouette aussi. C'est ces intrigues qui te font un peu tourner la tête au début, où tu te dis oulala, attends, j'ai bien entendu ça, etc. Les dates, c'est quoi, etc. Et c'est vraiment très agréable. Enfin, ça par contre, je trouve ça vraiment très agréable. Et en ce sens-là, Zemeckis, ils se sont pas. Enfin, les deux, ils se sont vraiment pas reposés sur leur laurier, je trouve. Et comme tu disais, Fouad, quand ils ont conçu finalement, puisque les films ont été tournés à la chaîne, enfin à la suite, pardon, à la chaîne, à la suite. Les 2 et 3, ouais. Voilà, les 2 et 3, il y a quand même une vraie cassure entre le ton du 2, par exemple, et le ton du 3, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, et ça, c'est vraiment tout à son honneur, parce qu'il y a quand même une prise de risque. Le mec est pas idiot, je pense qu'il devait bien se douter que c'est un peu casse-gueule, enfin un peu risqué, de tout d'un coup emmener tout le monde en 1885, enfin c'est beaucoup moins bandant que de dire on vous emmène dans le futur, et machin, etc. Et même l'humour est plus fin, enfin je trouve quoi. Mais dans les répliques, les trucs comme ça, il y a ce truc qui m'a fait hurler de rire, alors que j'avais pas trop tiqué avant, mais que je trouvais tellement mignon, où le doc il dit un truc genre maintenant que je sais que j'ai un bel avenir dans le passé, je suis beaucoup plus optimiste et tout. Enfin, et je trouvais ça tellement drôle. Genre maintenant que je sais que j'ai un bel avenir dans le passé, je trouve ça génial. Il y a quand même des trucs super malins. Enfin, c'est vraiment chouette. Ouais, je voulais juste. Non, t'as raison, parce que c'est comment dire, le fait de revenir dans un cadre qui est en plus un cadre très codé du cinéma, Oui. c'est le festival aux aspects malins de ce film, et qui est génial. D'ailleurs, bon, je recommande ça, c'est vraiment une bible, c'est génial. Excellent Et bouquin, ouais. Zemeckis le Oui, dit, magnifique. Zemeckis le dit, hein. Il l'a fait, pour que ça soit pour le 2 ou pour le 3, et ce changement de ton, il l'a voulu, et il a fait les films qu'il voulait exactement. Donc, quelque part, Et- tu vois, c'est la volonté de l'auteur, vas-y. Et comme tu disais, Captain, tout à l'heure, c'est un western. Et à l'époque, c'était plus trop à la mode. Non. Tu vois, c'était un genre qui était un peu abandonné. Et Il aura c'était- fallu, mais Fouad, il aura fallu de peu, parce que quelques mois plus tard, Unforgiven arrive. Ouais, Tout à clair. fait, ouais, absolument. Clair. Unforgiven, Danse avec les loups, qui ont remis le western sur le devant de la scène. Et Zemeckis réalise un rêve, en fait. Il réalise un kiff. C'est faire un western. Tout grand cinéaste américain, à un moment donné, a envie de faire un western, quoi. C'est-à-dire le genre séminal, quoi. Le genre typiquement américain. D'ailleurs, j'attends toujours le western de Spielberg, entre parenthèses. Bref. Et à l'époque, tous les meilleurs cascadeurs de la place voulaient travailler sur ce film. C'est aussi le rêve d'un cascadeur, de bosser sur un western. Tu montes à cheval, tu as des gunfights, tu as des chutes, etc. C'est un vrai plaisir de gosse, quoi. Et un vrai plaisir, Fouad, des yeux, parce que et je oui, l'ai carrément. revu 1000 fois, ce film, et qu'est-ce qu'il est beau. Mais Il est qu'est-ce beau, qu'il est hein, beau. visuellement. hein. Visuellement, C'est qu'est-ce que c'est beau. magnifique, Les décors, les Mm. costumes. Et ça ne prend pas une ride. Back to the Future
3 ne prend pas une ride. Pas Et du tout. à cause de ça. À cause de Ouais, ça. c'est vrai. Et ça, Il c'est a vraiment moins d'effets génial. spéciaux que les autres, Voilà. Et effectivement. il y a ce côté, mais très subtil des Bob qui nous engage sans qu'on s'en rende compte dans un rétrofuturisme, mais vraiment bien amené, qui fait que ce film, c'est celui des 3 qui vieillira pas. Probablement. Et alors, ils sont tous marrés en plus sur le tournage. Alors, c'était d'autant plus une gageure qu'ils ont démarré le tournage avant même la sortie du 2, c'est-à-dire avant même d'être sûr que voilà, la franchise était viable. Et il y a plein d'équipes, plein de membres de l'équipe technique qui font des caméos, qui font des apparitions. Oui. Il y a ZZ Top, quand même. Ah, alors on en parle. Putain. Allez, on en génial. parle. Regardez. Parce que c'est vrai que le premier film avec Huey Lewis, bon, ça claque tout. Je veux dire, ça met tout par terre. Et d'ailleurs, Huey Lewis apparaît dans le premier film. Oui. Lui Tout aussi. à fait, oui. C'est vrai. Et dans le troisième, ZZ Top a une belle apparition parce que là, vraiment, comme ils sont ultra reconnaissables, là, dans la salle, tout s'est fait. Ah, tu vois, c'était. Et ils puis la chanson Double Back, mais c'est quelle tuerie. Enfin, ZZ Top, de toute façon, pour moi, c'était des dieux. Hein. D'ailleurs, on peut leur rendre hommage parce qu'il y a le bassiste qui est décédé il y a très peu de temps, justement. Et eux, en fait, ils étaient pas prévus sur le tournage, mais ils sont venus visiter parce qu'ils avaient 2 jours de pause. Et en fait, ils se sont tapés 2 jours de travail. Parce que Bob, il les a mis. Mais elle est géniale. Enfin, c'est génial, quoi. Et je trouve que la chanson est pas mal, mais la chanson est un peu oubliée parce que c'est un tel mastodonte juste avant. La barbe de l'époque, c'était des vraies barbes. Mais donc, les Zemeckis étaient ravis parce qu'ils faisaient des économies de maquillage. Et il y a une anecdote, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient un petit bœuf comme ils le pouvaient. Ils étaient en impro sur le set. Et donc, ils jouaient en étant filmés pour que Zemeckis ait des plans supplémentaires et tout ça, tu vois. Et donc, il n'y avait pas on leur avait pas dit quand s'arrêter. Donc, au bout d'un moment, tu sais, au bout de genre de 45 minutes, ils s'arrêtent et puis ils font là, on s'arrête. Ah ouais, moi, de toute façon, ça fait une demi-heure que j'avais arrêté, là, je vous écoutais. Tu vois, c'est des C'est vraiment le tournage du kiff. Hein. Ils ont tous pris un pied phénoménal. Et en parlant des caméos de célébrités, il y a le maire de Hill Valley dans le film, à un moment donné, qui rend visite au doc. Et Zemeckis voulait Ronald Reagan pour jouer le rôle du maire de Hill Valley. Parce que Ronald Reagan avait cité Retour vers le futur dans l'un de ses discours. C'était un grand fan du film, il s'en cachait pas. Lui-même était ancien acteur. D'où la référence dans le 2. Exactement. Et le patron de la Universal, Lou Wasserman, à l'époque, a été l'agent de Ronald Reagan. Et Zemeckis voulait Ronald Reagan. Et il n'a pas donné suite. Il y a eu quelques jours avant qu'il donne suite. Hein. Il a réfléchi quand même. Ouais, tout à fait. Mais ça aurait été, vous imaginez le délire. Ça aurait été Ronald Reagan qui prend un petit rôle. Et alors, les conditions de tournage de ce film sont aussi phénoménales. Elles inaugurent c'était totalement inédit. Et tu le disais tout à l'heure, Alex, c'est que Zemeckis et son équipe tournaient Retour vers le futur 3 en même temps qu'ils faisaient la post-prod du 2. Parce que le 2 n'était pas encore fini, qu'ils avaient enchaîné avec le 3. Donc tous les soirs, Zemeckis il prenait l'avion, il retournait en Californie, il s'occupait des effets spéciaux du 2, il dormait 2-3 heures, et il reprenait l'avion pour retourner Retour vers le futur 3 le matin. Et donc il avait ce rythme-là pendant 3 semaines, 1 mois, c'était infernal. Et c'est dire que malgré ces conditions assez chaotiques quand même, il faut le faire. En gros, il faisait 2 films en même temps, 2 films en simultané. Le résultat, je trouve, est quand même énorme, assez phénoménal, quoi. Tout à fait. Le niveau de fatigue hallucinant. T'imagines le délire, quoi. Tu tournes 2 films en même temps, quoi. Et en plus, avec le studio Universal qui ne fait pas de promotion sur le fait qu'on va avoir assisté à une trilogie. Ils n'ont pas fait la promotion.
Et d'où, alors c'était bien aussi, parce que comme l'a dit Alex, et ce sentiment-là, et je pense que c'est un sentiment très très singulier dans nos histoires de cinéphiles, c'est que la fin du 2, et dire qu'il y a une 3 avec une sorte de mini bande-annonce, c'était waouh, c'était mais ultra kiffant, tu vois. C'était comment c'était les scènes post-génériques avant l'heure, quoi. Et c'était fou. Ils n'avaient pas du tout fait la promotion de ça, ce qui a fait à la fois un engouement, mais aussi à la fois comment dire, ils n'avaient pas marketé tant que ça pour le 3 en fait. Et aussi, je tiens à rappeler un truc, le film a été tributaire quand on dit que, tu sais, ce sentiment un petit peu mitigé qu'on a eu, que tout le public a eu, comme l'a expliqué Alex, tout le public a eu ce sentiment mitigé à la fin du 3, ça vient aussi d'une chose, parce que regardez cette affiche, on a eu cette affiche-là aussi en France, c'était cette affiche-là, mais regardez aux États-Unis, ça sort le 25 mai. Ça sort le 25 mai aux États-Unis. En France, ça sort le 18 juillet. Et donc, en fait, il y a eu un laps de temps, il n'y avait pas Internet évidemment, mais il y a eu un laps de temps assez suffisant pour que le sentiment mitigé traverse l'Atlantique et que dans les magazines, moi je me souviens très bien, je lisais Première à l'époque. Donc j'avais le magazine le dernier qui était sorti avant le film et il parlait de ce film. Et il retranscrivait aussi ce sentiment mitigé. Donc, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Faut pas oublier que à la base, c'était qu'un seul film, quoi. Retour à futur. C'était qu'un film. À l'heure où toutes les trilogies sont écrites à l'avance, on décrète d'avance, on prévoit d'avance une trilogie. C'était qu'un film. Et la fin du 1, bah, c'était une blague, en fait. Et devant le succès du 1, bah, ils se sont dit « Ah bah merde, putain, merde ». Le studio leur a prié de faire une suite. Et le studio allait faire une suite avec ou sans Bob et Bob, puisque le studio était propriétaire du négatif. Ils ont dit « Écoutez, faites-nous Retour à Futur 2, s'il vous plaît, tout de suite. Et on le fera, quoi qu'il arrive, avec ou sans vous. » Donc Bob et Bob se sont dit « Merde, on va perdre notre bébé. » Donc on va écrire Retour à Futur 2. Et pour une saga qui, à la base, ne devait être qu'un seul film, en faire 3, c'est quand même une réussite. Et je trouve que le niveau des 3, même si on peut préférer peut-être le 2 ou le 1, globalement, il se tient, quoi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est clair. Et comme Bob et Bob sont tous deux d'excellents scénaristes, sont des très grands scénaristes, ils ont su surmonter les obstacles. Ils se sont dit, oh putain, merde, à la fin du 1, elle vole. Merde, comment on va faire? Putain, bon, ok. Alors, hop, ok, ça va se passer dans le futur. Enfin, et c'est quand même fou. À la fin du 2, tout est réglé. Tous les conflits sont réglés. Tout est réglé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, ouais, bah, on va changer d'époque, on va recommencer, on va tout remettre à zéro. Et on va changer le décor, ça se passera au temps du Far West. Enfin, voilà, quoi, c'est pas évident. Je pense que des scénaristes moins chevronnés auraient torcher le truc, quoi. Hein. C'est clair, c'est clair. Et pour au final faire certainement, alors on est toujours dans les superlatifs, mais moi je crois que ça se tient, pour au final faire la trilogie qui se tient toujours le plus dans l'histoire du cinéma, qui n'a pas ce sentiment de dégradé qu'ont les autres sagas. Ouais, je trouve aussi, ouais. J'y pensais justement, en pensant à ce soir, et je me disais, c'est une des très rares trilogies qui n'a pas cédé. Enfin, j'ai lu, comme tout le monde, hein, que depuis toujours, il est harcelé pour faire un 4, etc. Bon, alors là, aujourd'hui, avec l'état de santé de Michael J. Fox, ce serait très compliqué. Mais et puis les années ont passé, mais bon. Mais qu'il a toujours tenu bon et que visiblement le studio n'a pas voulu ou ne peut pas peut-être aussi légalement se passer de lui et faire un 4 malgré tout. Mais en tout cas, c'est une bénédiction parce que quand on repense, par exemple, c'est vrai que cette trilogie, elle est culte et elle est culte aussi par sa qualité parce que même là, quand on dit oui, un peu moins bon, un peu moins machin et tout, on trouve quand même une avalanche d'éloges à faire, ce qui est quand même dingue. Et donc, ce qui montre bien que c'est quand même un excellent film par lui-même, ce qui est, comme dit Fouad, un exploit de ouf, quoi. Le mec, il a juste enchaîné le 2 et le 3, et on a 2 tueries, quoi, quand même. Enfin, là, en gros. Parce que finalement, quand on pense aux autres très grandes trilogies, que ce soit Indiana Jones, ou etc., les mecs ont toujours craqué. Voilà, ok, allez, tu veux ton 4, allez, bon. Mais c'est vraiment, hein, bon, on va même pas parler de Star Wars, mais
les mecs tiennent pas, ils tiennent pas. Et lui, il a tenu, quoi. Lui, il a tenu. Et d'ailleurs, je me souviens que dans la salle, on était tous un peu dégoûtés. Là, vous vous en souvenez sûrement aussi, parce qu'il y avait cette énorme The End à la fin du 3, comme un truc qui dit vraiment, c'est même pas la peine de venir m'en parler. et et c'est comme la pulvérisation de la DeLorean, quoi, où tu sens vraiment que les mecs ils te disent, là, niet, finito, quoi. Mais je trouve ça... Bon, alors oui et non, parce que tu pourrais toujours rebondir. Et d'ailleurs, il y a la magnifique locomotive volante, enfin, qui est tellement belle en plus, d'un point de vue design, enfin, incroyable. Mais ce The End, il est vraiment là, genre, terminé là, c'est fini. Alors, tu as brossé les dents, c'est terminé, c'est fini. Et je trouvais ça assez génial. Et depuis, s'y est tenu. Et chapeau, quoi, total. Enfin, de toute façon, moi, j'adore ce type, hein, évidemment. Mais ça, c'est vraiment un exploit aussi dans une carrière, je trouve, d'avoir tenu bon... à ce niveau-là, parce que j'imagine que on lui a fait des chèques en blanc et des trucs, enfin évidemment, hein, je m'en doute. Hein. Enfin, j'ai lu un truc là-dessus où il disait qu'il a eu des propositions de malades mentaux, quoi, mais qu'il a jamais cédé, quoi. Et juridiquement, ils ont bordé leur contrat. Il ne peut rien se passer avant leur mort. En fait. D'accord. Ce que Zemeckis a dit, ils je ne savais pas. Contractuellement, tant qu'ils sont en vie. C'est ça le coup qu'ils ont réussi à faire à Universal. Il n'y aura jamais de Retour à le futur 4. Et tu disais très justement, Alex, c'est l'une des rares franchises, entre guillemets, années 80, qui n'a pas succombé au remake, à la suite, à la ressucée, à la énième ressucée. Ils ont exploité intelligemment le concept, c'est-à-dire qu'il y a une série animée. En ce moment, il y a un musical, il y a une comédie musicale qui sort. Back to the Future, The Musical. Voilà, ils exploitent autour du film les multiples ressorties Blu-ray, 4K, etc. Et voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, Bob Gale, il ne vit quasiment que de ça. Tellement Retour à le futur génère des profits colossaux, quoi. Complètement. Mais vraiment, la majestuosité de cette saga a bien été comprise par les deux Bob. Et comment ils l'ont préservé, c'était le meilleur moyen de le préserver. Mais l'esprit, comme tu le dis, en fait, continue d'une certaine façon, mais à leur façon, surtout Bob Gale. Moi, je vous conseille, je voulais en parler en fin d'émission, mais on est dans le sujet, donc j'en parle tout de suite. Moi, je conseille les comic books. Ah oui. Les comic books qui sont... Je connais pas. Et les comic books sont faits... Alors, il y a les artistes, mais c'est des suites, ça, c'est quasiment des suites. Alors, c'est des suites, c'est aussi dans les petits loopholes, c'est-à-dire les petits espaces dans l'histoire, sur certains personnages, par exemple Biff et tout, ou même le Doc, où par exemple, il y a une histoire de Doc dans les années 60 qui peut se faire récupérer par la CIA, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est à la fois des histoires parallèles, ou dans des univers parallèles, c'est à la fois des histoires qui viennent remplir des vides, c'est à la fois des suites, comme tu dis, Alex. Il y a une série comme ça qui est gérée par Bob Gale. Et à mon avis, c'est son seul travail artistique en ce moment. Alors, parfois, il y a à prendre et à laisser, mais l'esprit continue. Et surtout, l'esprit continue avec Bob Gale. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et alors, c'est toi qui disais ça, Alex, tout à l'heure, ou Captain, je ne sais plus. Moi, j'adore comment commence le film. Le film démarre très doucement, très calmement, en fait. Tu vois, là, on arrive dans la maison du Doc. Il y a un long plan comme ça qui dure très longtemps. Marty ramène le Doc chez lui. Il pleut, le soleil se lève. J'adore le début de Retour à Future 3. Je trouve qu'il est en rupture totale avec l'ouverture des deux autres. Qui est tonitruante. Il y a le long plan séquence dans le 1. Dans le 2, c'est la scène de fin du 1. Tu vois, ça démarre sur les chapeaux de roue, etc. Et là, le 3 démarre tout doucement avec la jolie petite musique, le thème de Clara, là, le thème d'amour de Clara, d'Alan Silvestri. Très doucement, très calmement. Enfin, voilà, je trouve qu'il dénote bien à ce niveau-là, quoi. C'est un film qui parvient à innover, à donner d'autres biscuits, quoi. Et encore une fois, voilà, c'est une gageure, quoi. C'était qu'un film à la base, quoi. Ça devait être qu'un seul film, quoi. Et justement, là, on va rentrer dans le charme du film, parce que vous avez bien compris qu'on l'aime. Et ce charme du film, moi, je vais complètement dans ton sens, Fouad. Pourquoi j'aime autant ce film par rapport aussi aux deux autres, c'est qu'on s'attarde sur des relations. Je trouve que il y a ça aussi dans les deux films, dans les deux premiers, on va pas dire le contraire. Mais là, on prend son temps, comme tu le dis, chez le Doc. On prend son temps aussi dans la relation de Doc
et Marty. Moi, j'adore la scène de l'atelier de Doc dans le Far West. J'adore. Oui, Prennent leur temps. ouais. Mais t'as envie d'y être, quoi. Mais moi, j'ai Ouais. envie de travailler dans cet atelier, quoi. Mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, il est beau, et ils prennent leur temps, et les mecs prennent leur temps. Ce qui fait que ça renforce d'autant plus leur relation. Tu adores cette amitié et tu adores le Doc. D'autant plus. Tout à fait. Et vraiment, j'adore cette photo, par exemple. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que ce que tu perds, ce que t'as pas sur un certain, sur le rythme ou des choses comme ça, tu t'es vraiment récompensé autrement. Et c'est vrai que comme disait Fouad tout à l'heure, on a quand même beaucoup plus d'émotions. Ouais, tout à fait. Parce que dans le 1 et le 2, ça va trop vite. T'as pas le temps d'être vraiment ému. T'es impressionné, t'es inquiet, tu dis oh mon Dieu, pourvu que, etc. Mais là, on sent vraiment que ces deux-là, ils s'adorent et c'est super touchant. Enfin, c'est touchant, je trouve. Et puis ça devient un peu, ils commencent à avoir un passif tous les deux. Ils ont vécu des trucs. Et du coup, bah forcément, ils ont une relation même quand ils se taquinent. Enfin, c'est super drôle quand Marty il arrive avec son costard complètement ridicule et que le doc lui dit mais quel est le crétin qui t'a dit de t'habiller comme ça, avec l'autre en souriant il dit bah c'est vous. C'est excellent. C'est excellent. C'est trop mignon, mais c'est subtil, Ouais. voilà, ça te montre qu'il se charrie, mais affectueusement. Enfin, c'est génial. Et même la peur de Marty, on la sent vachement là. Il a peur que l'autre, il est juste en danger de mort quand même. Enfin, tout ça est pris avec beaucoup d'humour parce qu'il y a beaucoup de dérision, mais il y a quand même il y a il y a une intrigue, quoi. Il y a quand même un truc. À un moment, il faut sauver le bonhomme, quoi. C'est très juste ce que tu dis, Alex, et surtout la scène des retrouvailles quand ils se retrouvent. Ils se prennent dans les bras. Ah non, mais moi, ça m'a... Ouais, complètement. C'est vraiment touchant. Et le 3 finit, au cas où on en aurait douté, finit de prouver par A plus B que cette saga, ce sont uniquement et d'abord des personnages. C'est ça. Parce qu'il y a moins d'action, il y a moins d'effets spéciaux. Oui. C'est une succession de scènes de comédie, hein, le 3. Hein. Il y a très Oui, peu vraiment. d'action, l'action est reléguée à la fin. C'est de la comédie pure, quoi. Hein. Et c'est là que tu vois que, bah oui, ça se tient. Alors, il n'y a pas de DeLorean qui vole, il y a moins d'action, c'est moins virtuose au niveau des effets spéciaux que le 2, mais ça se tient parce qu'il reste les personnages et leurs relations. Et ça, le 3 le prouve dans les grandes largeurs, quoi. Exactement. Ouais, D'ailleurs, le film Albert à l'Ouest, je ne sais pas si vous l'avez vu, Albert à l'Ouest. Ouais, moi je l'ai vu. Il fait un clin d'œil à Retour à Futur 3. Parce que Albert à l'Ouest, du comique américain, mince, j'ai oublié son nom. C'est celui qui fait Family Guy. Ouais, Family Guy. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, ouais. Alors, à un moment donné, il ouvre une grange et il tombe sur l'atelier du doc, et il y a le doc, il y a Christopher Lloyd qui est là avec la DeLorean. C'est génial. Putain, excellent. Ouais. C'est le meilleur moment du film. Hein. Ah ouais, je voilà, plus du tout de ce truc. C'est le meilleur moment du film. Ah ouais. Et le film Albert à l'Ouest étant une production Universal, il a pu le faire. Et c'est génial de revoir. Tu vois, comme quoi le 3 a marqué aussi, quoi. Hein. Ouais. Bah, mais en plus, je trouve il est léché, mais comme on a eu un truc ultra futuriste sur les deux premiers, on a eu du mal à voir qu'on avait un putain de beau film. Enfin, avec des moments iconiques. C'est iconique. J'adore cette photo. C'est iconique, ça. C'est super émouvant, par exemple. C'est vrai, elle est très émouvante. Regardez le doc, comment il est tendu comme un string, là, il est tout rigide. Cette photo, elle est magnifique. Parce qu'en plus, c'est parce qu'on lui demande de sourire. Il se crispe complètement. C'est parfait. Comme à l'époque. À l'époque, on posait comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est excellent. Pardon. Cette photo est vraiment géniale. Elle symbolise toute leur amitié, toute leur relation, quoi. C'est vraiment merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et puis, ce film a été aussi pour moi, je dois bien, et pas que pour moi, pour toute ma génération, ça a été notre point d'entrée sur un pan du cinéma qui était vraiment, qu'on avait du mal à comprendre, parce qu'il était rejeté à l'époque, c'est sur le western. Parce que c'est un putain de western. C'est vrai. C'est un putain de bon western. Vraiment. Et je vais mettre cette affiche, parce qu'on va pouvoir parler du grand méchant, que je trouve excellent. Il fait aussi une grande performance. Mais quel bon western on a.
messieurs, et en plus en parlant, en imaginant qu'on fait une analyse de l'aspect western de ce film, mais quel final, je veux dire, en termes d'action. Le final sur le train, mais quel final, c'est incroyable. Donc, Mad Dog, mon cher Alex, il t'a marqué toi aussi? Oui, il m'a super marqué. Il est excellent, comme vous dites. Comment dire, il crève l'écran, mais vraiment. Enfin, il est pas du tout gadget, et ça, je trouve ça génial. C'est que là, il a vraiment une palette. Il apparaît quasiment du début à la fin. Enfin, il est omniprésent, et on sent vraiment qu'il se régale. Et en plus, on lui a vraiment bien écrit le truc. Enfin, il a des répliques, c'est parfait. Enfin, dès le début, quand il arrive dans le bar, enfin, c'est absolument excellent. Enfin, il regarde les baskets de Marty, il fait Nick, genre, enfin, c'est excellent. Enfin, et je pense qu'ils ont vraiment, effectivement, comme dit Fouad, je suis pas étonné qu'il y ait eu une bonne ambiance, parce qu'en plus, les répliques sont quand même ciselées. Enfin, c'est de l'humour vraiment, c'est pas bas de gamme, quoi. Moi, il y a des moments aussi où c'est tellement absurde, ça m'a rappelé, tu sais, Tres Amigos, enfin, nous qui sommes fans de Chevy Chase et de Steve Martin, notamment, surtout, en fait, une scène, la scène où en fait Tannen donne rendez-vous à Marty pour lui régler son compte, et où il lui dit demain machin, et les autres font ah non, ça va pas être possible parce que on a rendez-vous, on doit braquer une banque ou une diligence, enfin je sais plus quoi, et tu fais ah ouais merde, alors après on sera quand, lundi, alors je te donne rendez-vous lundi, et les autres ils font ah bah non, lundi on sera à telle ville, le mec il fait bon putain c'est quand qu'on est libre, enfin, mais c'est excellent, mais c'est tellement malin et drôle, j'en pouvais plus de rire, mais même en revoyant l'autre jour, j'en pouvais plus de me marrer, et je me disais, on dirait une scène de Tres Amigos, enfin c'est tellement surréaliste, quoi, enfin absurde, quoi, et c'est magnifique, c'est magnifique, et je me dis, les mecs qui sortent ça, ils ont dû se régaler, quoi, c'est parfait, quoi. Mais il est excellent, excellent. Tom Wilson est phénoménal dans ce rôle-là. Alors Tom Wilson, faut quand même dire, le mec il joue 7 rôles dans toute la saga, il joue 7 personnages. Exact, très juste. 7 bifs différents. En plus, dans plein de registres différents, quoi, tu vois. Oui. Et même si Buford est un peu un espèce de, c'est un méchant, mais c'est un méchant un peu ridicule parce qu'il y a encore le gag du fumier, etc. Il est vraiment, dans certains plans, il fait vraiment peur, quoi. Et d'ailleurs, il y a une scène qui a été coupée où il tuait Mr. Strickland, le Marshal. Il y a une scène où il le tuait. Et Zemeckis trouvait que ça donnait un ton un peu trop dramatique et trop sombre. Il a coupé la scène. Mais je trouve que Tom Wilson n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Non, alors merci. Même s'il paraît heureux aujourd'hui et satisfait, je trouve que tout ce qu'il démontre dans la saga Retour et Futur est phénoménal. Le mec, il joue 7 personnages différents. Alors, il joue un méchant iconique. Il joue un méchant iconique. Et comme tu dis, je ne comprends pas la suite de sa carrière. Qu'il n'ait pas eu sa chance. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas donné sa chance. Mais je sais pas, c'est soit son agent, peut-être qu'il avait un mauvais agent, peut-être que lui ne voulait pas, peut-être que ça ne l'intéressait pas, je ne sais pas, mais il déploie un talent phénoménal dans cette saga. Et il est crédible dans tous les registres, il est drôle, il peut être vraiment effrayant, il peut faire peur, il est très beau parfois, donc il est... En jeune premier, il est très convaincant aussi. Il est dans tous les registres, il est vraiment, il est là, quoi. Et là, Buford, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que c'est comme tu disais, Alex, il est phénoménal. Déjà, il a la gueule, tu vois, il a la gueule burinée. Il est vraiment, il a pris des cours de tir, il a pris des cours de l'assaut. Il s'est vraiment préparé pour ce rôle. Mais tu dis, mais ce mec, putain, merde, j'aurais aimé le voir partout, quoi. Mais d'ailleurs, il y a vraiment des scènes, je trouve, des scènes où il est avec, où ils sont deux, je veux dire, ils sont en binôme, quoi, et où clairement ils volent la vedette, enfin complètement. Même le duel avec Marty où l'autre tombe le flingue et dit non mais on va se battre en homme, etc. Et après il y a une baston qui est tragicomique mais qui est vraiment parfaite. Il lui vole la vedette. Enfin le mec qui a hurlé de rire, c'est pas Marty. C'est lui. C'est lui. Et lui il est excellent. Enfin le coup de poing sur la plaque en tôle. Enfin c'est que ça. T'es mort de rire. Mais c'est lui qui est drôle. C'est lui qui est drôle.
Totalement, totalement. Alors, même si le costume de Marty, je trouve que ça fait vraiment costume Elle me... de costume. Disneyland, quoi, Ah tu ouais, vois. putain. Ouais, c'est pas. Tu parles de Le celui-là? costume. Alors non, celui qui Ah porte non, au non, début, le là. rose, Au départ. la chemise Ouais. rose avec les franges, là. Il a le pantalon mauve. Enfin, c'est horrible en plus, c'est d'un C'est goût. ouais, c'est un costume totalement dégueulasse, enfin complètement décalé. C'est totalement C'est cheap et tout, c'est bidon. c'est drôle, enfin c'est Avec super ses drôle. ancêtres qui lui donnent un chapeau à la con en plus. Oui, ouais, un chapeau Ah oui, melon, je parce crois. qu'il y a la scène du Chapeau dîner quand même quand il Oui. arrive chez ses ancêtres et que elle, horrifiée, elle dit mais comment pouvez-vous sortir sans chapeau? Genre hyper choquée, genre c'est comme Ouais, si le mec sortait ouais. sans pantalon, de ces gens. Hyper Ouais, drôle. carrément. Et puis la scène de repas, là, c'est là où tu vois. C'est une Oui, c'est repas vrai. qui est une scène qui est hallucinante en termes de. À l'époque, Oui, ouais, t'as vu, hein. l'effet spécial où Michael J. Fox apparaît sur. Vas-y, Sur Fred. le même plan. Sur le même plan, à un moment donné, il se passe un bébé de la main à la main. Michael J. Fox se passe un bébé à lui-même. Enfin, Ouais. je trouve que c'est super bien fait. Je trouve même encore aujourd'hui, l'effet spécial passe bien, quoi, hein. Donc Grave. on a, Complètement. on a puis l'ombre de Clint Eastwood depuis le 2. Ah bah oui, oui, oui. L'hommage. Alors, je voyais un commentaire tout à l'heure. Les pas de danse qu'il fait dans le bar, là. Le moonwalk. Le Moonwalk. moonwalk, enfin, tu vois, c'est génial, quoi. Et le doublage français, hein, est Très carrément bon. au diapason, quoi. Excellent. On sait quoi, pied tendre. Enfin, tu vois, c'est Non, vraiment. non, c'était des doublages excellents à l'époque, hein, franchement. Oui, oui. Il y a beaucoup disent que la version française de Back to the Future, donc Retour vers le futur, est un des travaux de doublage en français les mieux réussis de l'histoire du doublage. Et c'est assez vrai, quoi. Oh, Ça m'étonne pas, je suis suis pas un pas loin de spécialiste, le mais. penser, hein. Je ne suis pas loin de le penser. Avec les films de Sergio Leone, probablement, parce que Sergio Leone, enfin, la VF du Bon la Brute, moi, c'est la vraie version. La version française du Bon la Brute et le Truand, pour moi, c'est ça le film. La VO est vraiment pas terrible. Mais je suis pas loin de penser ça, hein. Mais le doublage, le doublage est parfait, quoi. C'est plus réel que l'original, hein, presque, hein. Parce que les voix anglaises ont tendance à être un peu plus monocordes. Oui. Oui. Il y a moins d'intonation, il y a moins d'intensité, il y a moins d'émotion. Ce qui rend le dub encore plus loufoque en français. Oui, C'est c'est parce que vrai. Entre Ouais, Great ouais, Scott d'accord. et Nom de Zeus, tu sais. Ouais, exact. Oui, tout à fait, d'accord. Great Scott. Mm. En VF, ça passe mieux, je trouve. Mhm. Et il y a plus d'émotion, d'intensité émotionnelle, en fait, dans les versions françaises. C'est ce qui rend la VF beaucoup plus palpitante à suivre. Ouais. C'est clair. Palpitant justement à cause aussi de Clara et avec une scène finale. Moi, je trouve qu'on ne remet pas sa juste valeur parce que tout l'acte final dans le train avec Clara qui revient dans le train pour récupérer Doc, ne sachant pas tout ce qui se passe, met un niveau de tension et d'enjeu à chaque fois qui augmente. Je trouve avec un découpage vraiment parfait. Zemeckis est dans une forme olympique. C'est vraiment. Moi, je trouve que cette fin est vraiment incroyable d'intensité au même titre que les autres films. Et Zemeckis le dit lui-même, c'est le film qu'il a eu le plus plaisir à faire. Parce que quand tu fais un western, pour éviter les traces de pneus partout, ton camp de base il est loin. Le plateau est très éloigné du camp de base. Tu es isolé, tu es dans la nature. Tu es un peu comme en vacances en fait. Et Zemeckis le dit lui-même, c'est pour ça que beaucoup de réals aiment faire des westerns parce qu'en fait c'est tranquille, c'est calme. Ce sont des tournages qui sont calmes en fait. Tu es en pleine nature, tu es quasiment en vacances. Et le 2 est celui dont il est le plus fier. Il estime que le 2 c'est son film le plus intéressant. Mais il a été très compliqué à faire. Mais celui qu'il a eu le plus de plaisir à faire, c'est le 3. Donc c'est dire. Tout à fait, tout à fait. Il le redit, il l'affirme d'autant plus là. Ouais, tout à fait. Effectivement. Et donc cette fin, en fait, cette fin qui est pleine de charme, notamment pour le public américain, parce qu'en fait, c'est aussi un regard sur leur culture, quoi. C'est un regard sur leur histoire récente. Ouais, carrément. Zemeckis
Finalement, dans le 3, Zemeckis, d'une autre façon, moins tapageuse que dans le 2, il est dans le méta, quoi. Il est dans le méta pour tout l'aspect western, pour tout l'aspect de ce qu'il veut dire sur son pays. Et la question philosophique revient sur la fin. Et là, j'aimerais bien vous entendre la fin, donc un retour en 1985, avec un petit duel, nous qui sommes des amateurs de musique, un petit duel avec Flea de Red Hot Chili Peppers. Hein. On l'aura noté, ça. Qui joue bien le con, qui joue bien le con aussi. Mais il est convaincant. Hein. C'est convaincant. Sa gueule là. Voilà, avec cette destruction de la DeLorean, comme tu l'as dit. D'ailleurs, le découpage, hein, ça se joue à la dernière seconde. Hein, le cascadeur qui sort de la DeLorean avant qu'elle se fasse péter, moi j'ai eu une sueur froide. Hein. Et le retour, on n'y croyait plus, mais le retour de Doc dans un nouveau véhicule, cette locomotive, avec sa famille, et avec finalement un grand monologue du Doc sur la question existentielle de suis-je maître de ma vie, est-ce que ma vie est déjà écrite ou pas, est-ce que cette conclusion donc très philosophique, est-ce qu'elle vous a convaincu, est-ce qu'elle ou pas à l'époque et aujourd'hui? Moi, si je peux me permettre, je voulais juste dire, juste avant de parler de cette conclusion qui, moi, j'ai trouvé, enfin, en tout cas, mais ça, par contre, je m'en souviens très très bien. À l'époque, j'avais été ému, mais hyper ému, quoi. Vraiment, genre, gloops, je m'y attendais pas du tout à être ému, tu vois, à ce point-là. Parce que, d'ailleurs, d'abord, à ce moment, on pense qu'ils ne se reverront plus du tout. Et plus jamais, et moi j'étais déjà effondré, enfin, et que tout d'un coup ils se revoient, enfin ils se retrouvent, et c'est des retrouvailles, enfin on sent d'ailleurs l'hystérie de Marty qui se met à hurler Doc, enfin il sautille partout, enfin, il est tout fou quoi, et en plus non seulement c'est le Doc qui arrive, mais le Doc, faut voir quel Doc quoi, c'est le Doc de luxe quoi, il est sublime, enfin il est clairement heureux, épanoui, il est même un vieux sage alors que normalement c'est un foufou, bon, et en plus voilà, il a trouvé l'amour, il a fondé une famille, enfin c'est complètement dingue, on est là, on a la mâchoire qui se décroche quoi, mais ce que je voulais dire c'était que moi toute cette scène elle m'a bouleversé parce que dans tout le film, et c'est là où je me dis, en vous écoutant, en faisant l'émission Sort et tout, je me dis quand même quelle prouesse quoi. Parce que, enfin, quel truc d'équilibriste. Parce qu'en même temps que c'est très drôle, etc., le film, c'est le plus sombre, je trouve, de la trilogie. C'est le film où le Doc, pendant tout le long, il dit « Qu'est-ce que j'ai été con, je regrette, c'était une erreur, cette machine de malheur, ça n'a apporté que des catastrophes. » jamais j'aurais dû faire ça, et je trouve ça horrible d'entendre ça, enfin tu vois ce que je veux dire, et c'est pas du tout drôle, enfin c'est des passages où le Doc il est juste amer quoi, enfin il est amer parce qu'il se dit ça n'a amené que du malheur, enfin on a cru que, mais en fait c'était une illusion, il fallait pas jouer avec le temps, il fallait pas jouer avec le temps, je crois que même qu'à un moment il le dit mot pour mot quoi, et c'est des moments où même Marty il est là et il sait pas trop comment réagir parce que c'est hyper grave ce qu'il dit quoi, et donc même le moment où il dit enfin cette fausse fin, j'ai envie de dire, c'est toute cette scène dont tu parles Captain qui est extraordinaire effectivement, même au niveau du montage, c'est toute la course c'est pas une course poursuite pardon, c'est le train qui file à vive allure, et il y a des rebondissements, tout d'un coup Clara, c'est le bordel, mais complètement quoi. Et nous on est là et on sait tous les enjeux qu'il faut pas que ça merde quoi, c'est chaud quoi. Et c'est merveilleux, mais à revoir en plus une fois que tu sais la finalité etc. Tu te dis mais waouh, mais le mec, mais il est trop fort. Enfin là tu te dis il y a beaucoup de réals qui se seraient pété les dents là-dessus. Enfin, et lui, parce que la scène elle dure quand même un quart d'heure, enfin ou 10 minutes. Enfin, c'est à 2000 à l'heure. Alors pour le coup, là par contre, ça va vite. Hein. Ouais. Là, le film, il va. Ouais, le film, il s'emballe totalement, mais totalement. Et excuse-moi, Alex, il le dira à Zemeckis. Cette scène du train, autant il a adoré faire le film, mais elle était extrêmement stressante. Ça m'étonne pas. Les cavaliers, pour l'équipe technique, pour lui-même, pour les acteurs, extrêmement stressante, et ça a duré, ils ont tourné ça sur 3 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, d'accord. Donc, voilà, enfin, donc, bref, c'est vraiment de la maestria totale, mais c'est vrai que
ils ont accepté, les deux ont accepté qu'ils ne se reverront plus, enfin que du coup il y a une déchirure quand même quoi. Et moi du coup j'avais le cœur, c'était comme ça quoi, parce que c'est comme vous disiez très justement, c'était déjà même à l'époque du 3 une saga qui pour nous gamins ou ados ou machin était hyper importante. C'était pas, c'était une saga qui nous vendait du rêve, mais c'était pas que du rêve, c'était aussi voilà beaucoup de choses, énormément de choses. Et puis on se sentait d'ailleurs aussi très proche de ce personnage de Marty qui était voilà ni adulte ni enfant ado encore, enfin plus vraiment, enfin il est entre deux, mais c'est du coup il nous parle à tout le monde, enfin tout le monde se sent proche de lui, c'est une espèce de prouesse aussi l'écriture de ce personnage et vraiment ce moment où Doc arrive et où il fait comme tu disais Captain, il fait c'est pas une leçon de morale, c'est pas vrai, mais je voulais dire ça, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment une. En fait, c'est comme s'il avait tiré les leçons. C'est très inspirant. C'est comme s'il venait de te donner un voilà. peu d'inspiration. Et il dit gentiment, enfin, il dit avec plein d'amour et de tendresse, il dit ce qui est beau justement, c'est que faut pas jouer avec ni le futur ni l'avenir, on sait pas et ce sera ce qu'on en fera et si c'est pas ça, ben c'est ça aussi qui est beau, c'est le fait que voilà, et c'est magnifique, mais c'est pas niais en plus. Ça pourrait être niais, mais c'est pas niais du tout. C'est un peu comme certaines tirades de Rocky qui pourraient être niaises, mais qui sont juste bouleversantes, parce que Stallone a été malin et qu'il a su écrire avec le cœur et du coup ça passe. Et t'es juste bouleversé, alors que un autre mec t'aurait sorti ça, t'aurais dit au secours, pitié quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, Alex, que t'as été bouleversé par ce passage, parce que et là, Fouad. Tu seras certainement d'accord avec moi, c'est comment il est filmé ce passage. Il est filmé comme ça. Et là, vraiment, c'est Zemeckis, au travers de son personnage de Doc, qui parle au public directement. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, ouais, il y a une jolie contre-plongée comme ça qui met en valeur le Doc et sa famille. Ça fait un peu, on écoute le professeur, quoi. C'est ça. On écoute le prof. Là, en plus, on a un Doc comme on l'avait jamais vu. Exact, il est magnifique, il a un super costume, ses enfants, son chien, sa femme. Enfin, voilà, il a un côté professoral comme ça. Mais pareil, moi, j'ai été très touché. C'est un peu le message de la saga Terminator 2, c'est-à-dire que rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Sa vie, c'est ce que l'on en fait. Son destin, notre destin est le résultat de nos choix. Enfin voilà, c'est un truc d'empowerment comme ça qui est très bien. Je trouve que c'est un très joli message. Pour conclure une saga sur le voyage dans le temps, justement. Rien n'est écrit, il n'y a pas de fatalité. Je trouve que c'est un et moi, je trouve que c'est vrai, hein, c'est vrai. À titre personnel, je suis d'accord avec ça. Enfin, on doit composer avec les deux. Hein, on compose avec un acquis, mais je pense que pour une grande part, notre vie est le résultat de nos choix. Et moi aussi, les mecs, on se transforme en Kant, en Hegel et on a Aristote. Pardon. Excuse-moi, Captain, tu disais, pardon? Alors, je dis, allez, on se transforme en philosophe et on est parti sur le sens de la vie. Allez, non, mais en plus, 4 heures. En plus, c'est super mignon parce que Fouad, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, juste après, Marty, en fait, qui est encore dans son émotion, quoi. Il comprend pas le message et il dit à Doc, il dit et vous allez où maintenant, Doc? Et l'autre il dit ah mais nulle part. Justement, je viens de te le dire, quoi. Genre j'arrête de jouer au con, quoi. Et l'autre après il comprend, il fait ok, d'accord, oui, en effet. Mais c'est super mignon parce que l'autre il est tout fou, il fait et maintenant avec la locomotive là, vous allez dans quelle époque? Et il fait ah non, mais je retourne juste de là d'où je viens, je suis juste venu te rassurer, quoi. C'est super beau. Voilà, ouais, c'est super beau. C'est super beau. Moi aussi. Il est venu le rassurer. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Et moi aussi, elle me fait un petit pincement cette scène parce que voilà. Ouais, mais oui. Voilà, DeLorean détruite, ça te fait un pincement. Ah non, mais je suis dégoûté là, dégoûté. Je trouve que c'est une belle fin. Je trouve que c'est une très belle fin. Parce que symboliquement, Fouad, il casse symboliquement, il casse le jouet parce que bien sûr. En 90. La DeLorean à cause de Retour vers le futur, mais c'est iconique de fou, quoi. Et oui, en même temps, tu as totalement raison, qu'il immortalise une voiture. Pour que ça soit iconique, c'était iconique, mais on était en transe hypnotique, les mecs, et là, il nous casse, il nous l'explose. Alors, moi, j'étais comme ça. Oh, tu vois, ça m'avait fait mal. Et en même temps, tu as le contre-coup après pour te dire, mais c'était que le véhicule.
tu vois, avec la locomotive. Mais Que oui, lui. c'est parce que la locomotive est dotée du convecteur temporel, donc elle voyage Ah dans oui, le oui. temps. Donc il pourra. La D'ailleurs, Alex, la DeLorean est détruite, certes, mais pas tout à fait en réalité. Donc il y a toujours cette petite porte ouverte. Mais euh, en même temps, Hello Samir. salut Microciné, ouais, salut. laisse-moi profiter. Microciné m'a fait un don et je te remercie, Microciné. Tu dis pas mal de choses. Samir, qui a cette chaîne, je le remets, Ah, c'est Microciné, Samir, pardon, salut Samir. qui tient cette chaîne. Merci à toi. J'espère qu'on pourra se parler un de ces quatre. Et tu as déjà fait des émissions avec notre ami Alex, si je crois bien. Je le crois Oui, bien. oui, on a même fait quelques-unes, oui. Ultra On doit se intéressant. retrouver d'ailleurs sur un western. Samir, j'oublie pas, hein, pour Johnny Guitar. Eh ben, c'est génial. On est dans le thème là. On est dans Bah le thème. grave, Voilà. grave. C'est super. C'est super. Allez, comment dire, allez découvrir si vous ne connaissez pas Microciné. Ah oui. Et puis en plus, Ouais, c'est très il, sympa. il- Microciné, ouais. il a été tellement agréable parce qu'il écoute mes discussions Love de boxe et il kiffe. Merci Samir. Voilà. C'est mérité. Excuse-moi, Fred, vas-y. Ah, mais je t'en prie. Et alors, l'autre écueil, j'ai oublié d'en parler, l'autre écueil que la saga, que Bob et Bob a admirablement géré. Merci Didier Destraz. C'est le personnage de Jennifer. Oui. C'est-à-dire que, voilà, la pauvre, voilà, c'est un peu. Ah ouais. À quel point ils ont dû gérer de l'imprévu. Elle est dans la voiture à la fin du 1, c'était pas prévu, donc ils sont obligés de la garder. Donc la pauvre, elle passe toute la saga à dormir. Et à faire un cauchemar dans le futur, dans le 2, quoi. Voilà, et à la fin du 3, il va la chercher. Donc voilà, c'est dire à quel point ils avaient, salut Mobutu, ils avaient plein de boulets aux pieds à la fin du 1, et ils s'en sont remarquablement tirés. Et je trouve que la fin, elle est, pardon, elle est, moi ça me fait un pincement, voilà, parce que je sais que je ne reverrai plus ces personnages, que c'est fini, et tant mieux. Ouais. Tant mieux que ce soit fini. C'est mieux comme ça. Tout à fait. Parce que, et là je vais être cheesy, hein, je vais être cheesy à mort, mais parce que maintenant, ils vivent à jamais dans mon cœur. C'est clair. Moi, je me suis dit, le seul vrai reproche que je ferais à ce film, c'est qu'effectivement, on ne voyait Elisabeth Chou que 5 minutes et c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Elle a rien à jouer, la pauvre. Ah ouais. Et en plus, franchement, elle est beaucoup, beaucoup plus jolie dans Cocktail. Je suis désolé. Ah, mais dans Cocktail, j'étais amoureux, mais bon. Mais dans Aventure d'une babysitter aussi. Non, mais enfin, bon, de toute façon, j'adore cette actrice, hein, ceci dit, plus sérieusement. Oui, je l'ai vu récemment, là, le film de Chris Columbus, là, c'est merveilleux, ça. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, ça. Enfin, un chef-d'œuvre, c'est culte, quoi. La petite peste de Parker Lewis, là. C'est ça. Et alors, j'ai oublié de dire, c'est que c'est l'absence de Crispin Glover. Alors, c'était l'attente dès le 2. C'est que l'autre boulet que devait gérer la saga, c'est l'absence de Crispin Glover, bordel de merde. Il devait revenir dans le 2, il devait avoir un rôle beaucoup plus important, et beaucoup plus, il devait vraiment avoir un rôle central dans la saga, parce que c'est le rôle principal du 1, hein, en réalité. Le vrai personnage du Retour à Futur 1, c'est Crispin Glover, c'est George McFly. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, il n'a pas pu rempiler, et les producteurs ont pris un acteur, parce qu'on le voit à la fin du 3, hein, un acteur qui s'appelle Jeffrey Weissman, qui a été recruté parce qu'il ressemblait un peu à Crispin Glover. Donc il est grimé, il est maquillé pour ressembler à Crispin Glover en réalité. Donc c'est dire à quel point la saga ne pouvait pas non plus totalement se passer de ce personnage. Et oui, Babysitter, c'est génial, moi j'adore. On l'aime tous, Samir. C'est génial, ah ouais, c'est super film. Et donc, en fait, cette saga est exemplaire de ce que c'est que le métier de scénariste et de ce que c'est que de gérer des imprévus. Non, mais il y a sur Crispin, je suis complètement d'accord avec toi, mais Crispin n'est qu'un des épisodes qui normalement auraient dû tuer le film. Pourquoi ? Parce que le film, le premier, c'est pas Michael J. Fox qui commence à faire le tournage. C'est un autre acteur qui a Eric Stoltz. Exactement, que Alex
je vous conseille d'aller voir la vidéo de Masque, le film Masque. Ah, merci. Ah, je l'ai jamais vu. Tiens, Bah, t'as Alex, fait une chef-d'œuvre. vidéo là-dessus. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule vidéo en Je vais France regarder. du film. C'est Alex Ah oui, qui- c'est sûr. C'est sûr, je suis le seul con à en avoir parlé. Ouais. Ah non, non, au contraire, c'était indispensable que tu en parles. Parce que Ah oui, oui, non, non, je suis ravi de l'avoir fait. Oui, oui, oui. Ouais, J'adore ce film avec Cher. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Et il a montré que c'est un grand acteur. Ah oui. Mais sauf que je pense qu'il était en mode grand acteur et il comprenait pas le ton du film. Et en fait, Zemeckis, il faut le dire aussi, et j'en parlais justement avec ma femme il y a quelques temps, mais par rapport au business, tu sais, les gens qui font des carrières et tout ça, elle m'en parlait. Mais elle, par exemple, me disait qu'elle prenait Zemeckis aussi comme un exemple dans les moments de management difficiles. Et ce qu'il a fait, et faire le choix de changer son acteur principal parce qu'il sent que ça ne va pas être le film qu'il veut, c'était un risque énorme qu'il a fait et qui a été gagnant. Et c'est vraiment aussi une preuve de management à la fois dur mais efficace. Ouais, totalement. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a dû être dur pour Eric Stoltz parce que c'est vrai que je pense que quand t'es comme ça, quand c'est en début de tournage, quoi, qu'on te dit non mais ça va pas le faire, et c'est pas parce que t'es mauvais, c'est parce que en fait il y a eu une erreur de casting, c'est chaud, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que lui, c'est ce qu'on lui a dit finalement de mémoire, c'est quand même c'est juste que le mec était trop beau, quoi. Enfin, il était pas assez drôle. Enfin, il dégageait pas d'humour. Enfin, il était trop beau gosse, quoi. Voilà, c'est comme s'ils avaient pris Tom. En fait. Ouais, c'est comme s'ils avaient pris Tom Cruise. C'est genre non, ça marche pas. Il a trop de charisme. Enfin, alors que c'est vrai que Michael J. Fox, il avait un côté, il était pas laid évidemment, mais c'était pas non plus un tombeur. Enfin, c'était pas un physique de tombeur. Du coup, il y avait quelque chose de mignon, de comique que Stoltz avait sûrement pas effectué. Et d'ailleurs, on le voit parce que du coup, maintenant sur YouTube, évidemment, on a tous vu les séquences qui ont été faites avec Stoltz, et c'est vrai il défonce. Hein, il a un charisme de dingue. Hein, enfin, à l'époque. Mais il est pas attendrissant, c'est pas pareil, quoi. Il dégage pas le même truc, quoi. Mais tout le monde le détestait sur le plateau, hein, il faut dire. C'est que Eric Stoltz, c'était un pain in the ass, hein, comme ils disent aux États-Unis. Hein. C'était un gros relou, quoi. Il était en mode acteur studio. Il voulait qu'on l'appelle Marty McFly, même en dehors du tournage. C'était la méthode, quoi. Il était en mode mais tout le monde le détestait. Hein. Et le fait qu'il soit remercié, en fait, tout le monde était super content. Ça a été accueilli comme une très bonne nouvelle, quoi. Ils avaient quand même shooté la moitié du film. Ils avaient shooté la moitié du film. Ils avaient shooté la moitié du film, donc ça leur a coûté, je crois, 5 millions de dollars déjà engagés. D'ailleurs, le film garde des contre-champs. On aperçoit la nuque d'Eric Stoltz sur quelques plans. Donc ils ont retourné toutes les scènes. Michael J. Fox c'était le premier choix, mais c'était pas possible parce qu'il faisait une série qui s'appelle Family. Ah oui, c'est ça. Oui, exact. Donc ils ont lâché l'affaire. Eric Stoltz a été un choix ils se sont rabattus sur Eric Stoltz. Et quand ils ont vu que ça marchait pas, ils sont revenus à la charge. Et ils ont demandé absolument aux producteurs de Family Ties de libérer Michael J. Fox, qui tournait Family Ties la journée et Retour au futur le soir. Ouais, tout à fait. Donc lui, il faisait 2 tournages en même temps. Il dormait 2 heures. Enfin, je sais pas comment il a tenu, le mec. Et pour le 2 et le 3, ils ont fait à la suite. Donc les tournages marathon, Michael J. Fox, c'était un pro. Faut dire que c'était comme une chance inouïe pour lui aussi, parce que finalement au ciné il avait rien fait de super brillant de mémoire. C'est pas dans Classe 84 qu'il avait brillé, ni je sais plus où. Enfin, c'est vraiment par Retour à le futur qu'on l'a découvert. Ouais. Ah non, ça c'est après Teen Wolf. Teen Wolf c'est après, d'accord. Non, mais cette affiche est trop belle. Hein. J'avais aucun souvenir de ces visuels. Ah ouais, il est magnifique ce visuel. Ça doit être Goose Struzan. Magnifique. C'est du Goose Struzan, ça. Tu sais, c'est les. Mais en plus il y a un jeu de mots avec Far West. Je viens de comprendre. Gone Too Far, mais c'est Far West aussi. Exactement. Excellent. Et tu sais, c'est ces affiches, quand on allait au cinéma justement en 80 et 90, des affiches qui avaient 4 mois avant, tu sais, qui n'étaient pas de l'affiche. Oui, c'est vrai. Ah oui. Voilà.
c'est ça. T'as Et raison, parce que à l'époque, on n'avait pas de teaser, ça se faisait pas, t'avais une bande-annonce, point barre, quoi. Mais les teasers, tu les avais par les affiches, même sur Rocky, Cobra, je me souviens, t'avais des semi-affiches un peu mystérieuses, et après t'avais la vraie affiche tout d'un coup partout, c'était génial. et en carton matérialisé, tu sais, découpé, matérialisé, et tout. Et puis tu faisais la queue pour acheter ton ticket et tout ça. C'était C'est ça, la belle époque. Hein. une autre époque. Ouais. Il n'y avait pas d'application. Et donc, vraiment, si comment dire, on va vers notre conclusion, moi je vous dirais que j'ai un plaisir. Enfin, déjà, il arrivait, alors c'est très personnel, mais qu'est-ce que le cinéma si ce n'est des histoires personnelles pour chacun d'entre nous? Putain, je parle bien. Oh, putain, beau. Samir, Franchement, c'était beau. Samir, si tu nous écoutes, c'est bon. Moi, je propose qu'on mette un timecode pour juste ce moment où tu sors cette réplique. C'est le titre de la vidéo. Voilà, le titre de la vidéo. Mais vas-y. Vraiment, ça a correspondu à un moment familial que j'ai plus jamais retrouvé. C'est une journée avec ce film qui a été immense pour moi. Le film en lui-même, j'en suis ressorti où j'avais plein de questionnements, des hauts, des bas, mais j'étais pétri d'émotions contradictoires, mais j'étais quand même en surkiff, tu vois, parce que le doc, énorme. Et ce que je réalisais pas à l'époque, et tous les revisionnements m'ont aidé à le voir, c'est que en fait, on était sur un film qui, si tu le regardes seul, est un film qui se tient malgré tout. Effectivement, il y a le début avec la référence à toute la saga qui peut être discutable, mais sinon, c'est un film qui se tient magnifiquement. Et c'est un film, je le redis encore, on est en 90, mais ce film, tu vois, il y a des money shots comme ça qui sont incroyables. Ce film est beau. Ce film est beau. Et en fait, moi, je trouve que c'est un très, très grand film. C'est peut-être pas le film qu'on voulait à ce moment-là. Et c'est un film subtil. C'est un film qui me fait découvrir à la fois le western, à la fois le rétrofuturisme. Moi, c'est un film qui me comble et qui est devenu un film pour notre famille maintenant, qui est devenu notre film de l'été, à chaque été. Voilà. Ça, c'est brillamment dit. Ouais, c'était beau ça aussi. Moi, c'est un film qui n'a eu de cesse de monter en fait dans mon estime. C'est un volet qui n'a eu de cesse. Plus je le vois, plus je l'aime en fait. Parce que justement, ce côté western, ce côté mélange des genres, il y a tous les genres dans Retour vers le futur 3 quasiment. Quasiment tous les genres en fait. Et le fait que ce soit la fin. Et puis il y a ZZ Top, effectivement. Et il y a tous les genres dedans. Et c'est un film qui est riche, qui est complet, qui délivre, qui te donne de l'action, qui te donne de la comédie. Il te donne tout. Il est extrêmement généreux. Et cerise sur le gâteau, c'est le dernier volet. Et donc c'est le volet qui dit au revoir au personnage. Et d'où cette fin un peu douce amère, un peu touchante, quoi. C'est vraiment c'est un film qui, je pense, qui va remonter dans l'estime des fans, ou qui est déjà remonté dans l'estime des fans. Ouais, je pense que tu as raison, il est déjà remonté quand même, mais c'est vrai que c'est sans doute pour ce qui est en tout cas des trilogies voilà, grand public de ces années-là, enfin je vais dire de ces années-là, mais j'ai presque envie de dire de toujours, parce que depuis, oui, des trilogies, on s'en est bouffé, mais qualitativement, pour moi, on est très loin de Retour vers le futur. Et c'est vrai que elle se tient tellement parfaitement, et c'est tellement un petit miracle, Fouad, par rapport à ce que tu nous as rappelé sur le fait que c'était pas prévu pour être d'abord une trilogie, et ensuite c'est quand même compliqué d'enchaîner le tournage de 2 films. Enfin donc vraiment c'est fabuleux, quoi. Je trouve ça assez remarquable, vraiment assez remarquable. Ouais. Complètement, ouais. Rien n'a sali. En fait, il y a pas effectivement, il y a rien n'a sali cette, j'allais dire cette licence. Quel mot horrible. Mais voilà, cet univers, voilà, cet univers. Mais t'as totalement raison. Il est resté encore immaculé. C'est dingue. C'est dingue. C'est presque une anomalie. Exactement. Mais t'as raison, c'est totalement anomalique. Il a pas été anomalique, ça se dit. Anomalique, oui, bien sûr. Ça se dit totalement. Et c'est 1000 points au Scrabble, je crois. Non, mais totalement. Il n'a pas été souillé, violé. C'est ça. Par des remakes, des reboots, des machins, des préquels. Non, il est encore vierge et je pense qu'il le restera pour toujours.
Et c'est quand même, en plus, Retour vers le futur, c'est quand même ce truc dingue qui a quand même sauvé la DeLorean. On peut en parler, quoi. Exact, en plus. c'est Mais, vrai, mais, ça. mais concrètement, concrètement, plus. je me souviens de ce documentaire passionnant sur la DeLorean et qui parlait de sa renaissance complète début des années 2000, 2009, je crois, un truc comme ça, aux États-Unis, et où tous les gens qui achètent aujourd'hui des DeLorean, ça coûte quand même 100 000 $, et ils en vendent des pelletés, et c'est que des nostalgiques de Retour à le futur. Il y en a pas un qui a découvert la DeLorean dans la rue, ils l'ont tous découvert à l'écran. Et je trouve ça génial, c'est dingue, mais c'est un cas unique. Enfin, voilà, c'est fou. Il a rendu une voiture éternelle. C'est ça, Cette saga mais a complètement. rendu cette voiture totalement éternelle. Alors que c'était la voiture de la honte quand même, la voiture d'un échec, vrai. enfin voilà, d'une arnaque en plus, enfin bon, peu En importe. plus, Mais et aujourd'hui, les gens s'en fichent, ils disent mais non, Oui. mais cette voiture, elle est magique. je veux la DeLorean. Mais ouais, mais grave. J'avais même. Très bien. Mais Mais non. Tient pas bien on la l'a route, voulu tu vois. en 89-90, on la voulait tous. Et bah quand grave. il l'explose à la scène finale, la chute d'organes que j'ai eue, et voilà. Mais si justement, surtout les DeLorean, ça vous intéresse, je vous renvoie encore une fois à la chaîne d'Alex, La Fuite en vidéo. Oh, c'est relou, ça va. Il t'a payé combien? Non mais bon. Ouais, ça fait plaisir, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu crois? Entre nous, c'est gratuit. Voilà. Il faudra que tu participes à l'uranium pour le convecteur temporel. Mais Oui, c'est promis. Oui, parce que j'ai aussi parlé de la superbe mini-série sur Netflix et je suis super colère car je suis le seul crétin pareil à en avoir parlé. Aucun de mes potes youtubeurs n'a perdu son temps à le faire. Et c'est une série géniale qui est sortie il y a quelques semaines sur John DeLorean. Et c'est passionnant. La vie de ce mec Oui. est passionnante. Je vais regarder. L'histoire de cette voiture est passionnante. Et en plus, c'est vraiment une sorte de crapule à la JR. Enfin, c'est passionnant aussi comme un... Ça se regarde comme un soap opéra, enfin, c'est complètement dingue. Et c'est assez fou de voir d'abord comment il a fini, mais de voir aussi qu'il a vécu, enfin il a vu par ce film sa voiture renaître sans lui, j'ai envie de dire, hein, parce que lui par contre l'affaire était pliée économiquement parlant, mais c'est tais-toi Alex. Oui bon, mais c'est vrai que c'est un très bon docu, donc si vous avez Netflix, je vous le recommande totalement. Et ça me rappelle une vidéo, enfin c'est pas une vidéo, c'est une série de vidéos qu'a fait un jeune américain qui est collectionneur de voitures de luxe oui. aux États-Unis, et il a donc voilà, des Ferrari, des Lamborghini, des Jaguars, etc. Et il a fait une série de vidéos parce qu'il avait acheté aux enchères une DeLorean d'occasion où il pensait faire une affaire en or, quoi. Je crois qu'il l'avait payé 20 000 $, enfin c'était fabuleux. Sauf que tu sais, c'est les enchères... Ouais, bah, Non, c'est les enchères. Non, le véhicule avait l'air intact et nickel, mais tu sais, c'est les enchères, tu n'as pas le droit de checker le véhicule. C'est vous achetez ce que vous voyez, enfin vous misez sur ce que vous voyez. Et ça se fait beaucoup apparemment aux États-Unis, voilà. Donc en fait, il disait espérons qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et il n'a eu que des mauvaises surprises et il en a fait une série de vidéos, mais c'est hilarant, il se ruine, mais il ruine. À chaque fois, il y a un truc qui déconne et tout. Et comme dit Fouad, c'est un enfer cette bagnole. Mais à la toute fin, donc il dit bon bah au final elle m'a coûté le prix d'une neuve, hein. Et quasiment quoi. Et mais il dit c'est ma préférée. Il dit c'est ma chérie, je la déteste mais je l'aime d'amour. Et il se filme dedans en train de la conduire et il dit c'est comme un jouet en fait. C'est même pas une voiture, c'est comme un jouet. Et il dit c'est ma préférée de toute ma collecte. Non, alors que bon, le truc c'est un cauchemar quoi. Mais et je trouve ça en dit long aussi sur le charme de cette bagnole quoi. Qui est un caprice, hein. Enfin voilà, c'était même le caprice de John DeLorean à la base quoi. Enfin voilà. tout à fait, voilà. Vous voyez jusqu'où on va quand on parle de retour vers le futur. C'est clair. On parle bagnole. Voilà, jusqu'où on va. Alors, les affiches sont sublimes. Jules Clozan, le grand Jules Clozan. Ouais, c'est clair. Qu'a un compte sur Twitter où il est très actif. Oui. Hein. Il faut. Ouais, je le suis. Ouais. Quel régal. Ah, je suis Twitter, ça me pas Instagram. Ah, mince. Ok. Non, il est sur Twitter. C'est sur Twitter qu'il est actif. Ouais. Un génie, un illustrateur de génie. Ouais. Mais tellement. Et il poste des inédits. Enfin, bah toi, tu vois, Fouad, du coup, il poste des croquis, des affiches qui sont jamais sorties. Enfin, c'est fabuleux. Et son livre, il a un livre sur lui. Oui, magnifique. Extraordinaire. Oui, tout à fait. Eh ben voilà, messieurs, on a passé en revue notre
Notre débat et notre amour finalement sur Retour vers le futur 3. Je vous remercie énormément d'avoir participé Merci à vous, les amis. émission. Merci Je à vous. renvoie encore une fois, je sais qu'Alex n'aime pas ça, mais je renvoie encore une fois à L'Heure Magique, la chaîne de Fouad. Oui, Parce que Fouad a sa chaîne L'Heure Magique que je vous conseille aussi. Et déjà puis, 500 000 vues, c'est formidable. c'est formidable. Et tu vas cette semaine parler, peut-être défoncer, je ne sais pas, un autre film de cette époque Dune, non. qui s'appelle Hook Non. et ça arrive mercredi. Donc, Ouais, tout à vous fait. aimez Alors, on change de les format. Pardon, on change de format. On faisait des monographies sur des réalisateurs jusqu'à présent. Matthew Vaughn, Joe Carnahan, John McTiernan. Hein, c'est toujours dans la boutique, allez-y. Et là, on fait un format plus court. On inaugure une nouvelle série sur les films de merde de notre enfance. Donc, en fait, on va parler des films qui ont très mal vieilli selon nous, qu'on a adoré en tant qu'enfant, mais qu'on devrait détester en tant qu'adulte responsable. Et donc, Putain, une liste première sans fin, donc. victime- Première victime, Hook de Voilà. Spielberg. Un Puis après, réalisateur avec que les je Goonies, vénère, ouais. que j'adore. Non, on vous connaît, messieurs, on vous connaît. Attention, moi, mercredi, je serai là et moi, je vais contre-attaquer. Oh, on va pas que le couler, hein. On va Je dire, serai là également. Ouais. C'est un film qui a des qualités aussi, hein. On va pas non plus que cracher sur Hook, mais on va quand même mettre en évidence à quel point que c'est un film vraiment très problématique, très malade. Et nous préparons un hors-série sur Robert Zemeckis. Connais pas. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire encore, mais c'est dans les tuyaux. Voilà. On va faire Bon, allez, plusieurs les mecs, numéros sur. C'est ce qu'on a dit, hein, tu vois. On va faire plusieurs numéros sur Bob Zemeckis, qui est un cinéaste, selon nous, qui n'est pas estimé à sa juste valeur. Je pense que c'est un cinéaste que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît en réalité. Donc C'est clair, voilà, on c'est a vrai. ça dans les tuyaux. On a Batman le défi, on a Oh, Clint Eastwood. Voilà, on a plein de trucs dans les tuyaux qui vont arriver. On va augmenter Ouais. la fréquence de publication. Donc, Voilà. allez vous abonner, messieurs, dames. Allez vous Abonnez-vous, abonner. les amis, avec le code promo. Vous n'avez rien Ah, de spécial, mais merci, Gaëtan. vous aurez Merci. toute mon estime. Voilà, allez vous abonner et bien sûr, la fuite en vidéo. Cette semaine, il a pris la DeLorean pour vous parler de Over the Top. Voilà, quand je retourne putain, ma faut que je casquette, regarde je suis ça. un autre homme. Ouais. Et merci à toi, Alex, de l'avoir fait parce que c'est vrai, encore une fois, on en parle d'Over the Top, on en parle, mais on n'en fait jamais une vidéo. Et toi, Bah tu non. l'as fait. bah ouais. Effectivement. Et merci encore à toi et je vous le conseille. c'était un vous plaisir. savez bien. Merci messieurs, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures Il y a un dans d'autres DeLorean. Avec plaisir. Tout bien et on se voit bientôt. Ciao. Je vous embrasse les amis, à Salut bientôt. la piraterie. À bientôt.